En pédagogie, dans une formation, quand on crée une formation, il y a le titre à ne pas confondre avec l'objectif pédagogique. Salut à tous, bienvenue sur Communicateur Pro, le meilleur endroit pour augmenter vos talents de communication, gagner en confiance et captiver votre auditoire. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir formateur sur Internet. Et aujourd'hui, on reçoit Luc, qui est un spécialiste, puisque ça fait 20 ans qu'il est formateur, autant en présentiel qu'en ligne. Vous allez découvrir son histoire et tout son parcours et ses conseils. Juste avant, bien sûr, vous êtes libre de télécharger votre livre offert, Les 3 secrets pour mieux parler en public. Il se trouve dans la description et il va vous permettre de structurer votre discours et de captiver votre auditoire. Alors, salut Luc, comment ça va? Salut Jonathan, ça va, ça va. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc bon, ben moi je suis Luc Levasseur, donc ça fait 20 ans que je suis dans la formation. Donc j'étais formateur en présentiel, puis formateur en ligne depuis un peu plus de 15 ans. Et j'étais aussi responsable formation dans le transport aérien. Donc, ça veut dire qu'au début, c'était pas ta première voie, le fait d'être formateur en ligne, c'était pas en numéro un, c'est venu après. Comment ça a commencé au début de devenir formateur? Ben, en fait, à l'époque, j'étais conseiller en formation pour un OPCO qui finançait donc la formation professionnelle des entreprises. J'intervenais dans les entreprises pour les conseiller sur la mise en place de leur plan de formation, sur du recrutement en alternance éventuellement, et je montais les dossiers puisque nous, derrière, on finançait. Et ensuite, c'est une entreprise qui m'a contacté parce qu'elle cherchait un responsable formation pour mettre en place justement ça, parce que je l'avais conseillé par ailleurs sur d'autres dossiers. Et donc, elle m'a embauché comme responsable formation, mais elle avait besoin que j'intervienne sur des formations en tant que formateur, parce que c'était une PME. Et donc, c'est là où j'ai été à l'École nationale de l'aviation civile, me former comme formateur. Donc ça, c'était en 2004. Donc, j'avais la double casquette, en fait, responsable formation et formateur qui représentait à peu près 10 à 20% de mon temps, on va dire. Et après, donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années et j'ai lancé ma plateforme e-learning en indépendant. Ensuite, en 2013-2014, parce que le groupe dans lequel je travaillais a été racheté et que j'en ai profité comme une opportunité pour me mettre à mon compte à l'époque, quoi. Et ça veut dire qu'au début, donc tu avais déjà toute l'expertise, le contenu que tu allais transmettre. Ensuite, Mm. tu as dû apprendre à être formateur, donc pour le transmettre de façon claire, concise, structurée et pour vraiment captiver les gens avec ce contenu-là. Et Mm. ensuite, tu as dû apprendre aussi à transférer toutes ces compétences avec la version en ligne. Et C'est ça. est-ce que tu peux nous parler de la différence entre les deux? Ben, la différence, alors sur le fond, c'est à peu près la même chose, mais au début, je pensais que ça n'allait pas être possible parce que je me suis dit, bon, ben, des formations en ligne, je ne vais pas pouvoir utiliser les méthodes pédagogiques comme en présentiel, hein. Donc, j'y reviendrai plus tard dans l'interview, hein. Tu me poseras des questions certainement sur ça. Mais en fait, je me suis aperçu qu'on pouvait tout à fait appliquer les mêmes méthodes présentielles qu'en ligne. La seule différence, c'est que quand tu conçois un cours en ligne, comme le formateur n'est pas présent, ben, tu es obligé dans ton contenu de répondre aux questions potentielles que les stagiaires, les apprenants peuvent te poser à la fin d'une formation en présentiel. Et l'avantage, c'est que comme j'étais formateur en présentiel, je connaissais globalement le FAQ général qui revenait fréquemment. Et donc, j'ai intégré dans mes cours le contenu qui répondait déjà aux questions potentielles. Donc, quand tu fais un cours en ligne, il faut que tu sois beaucoup plus détaillé, que tu détailles chaque étape d'un sujet, parce que tu n'es pas là pour répondre sur le moment si on te pose une question. Donc, en fait, pour être concret, tu prends un support de cours PowerPoint, parce que c'est l'outil principal en présentiel. Si tu as 50 slides en présentiel, pour le même cours, en ligne, tu vas faire 400 slides.
Ah oui, c'est quand même impressionnant parce que on se voit, Tu vois. on pense pas à cette différence-là, surtout pour les formateurs qui sont habitués à faire du présentiel. C'est mon cas aussi et j'ai fait beaucoup de formations en présentiel, j'ai donné des ateliers et tout ça et moi justement avec les projections. Mm. Donc il y a tout un travail, un débriefing de ton contenu avant de le mettre sur les plateformes en ligne. Et oui, parce que si tu veux, quand tu es en présentiel, tu as une slide, tu peux, si tu maîtrises super bien ton sujet, tu peux faire 10 minutes, une demi-heure, si tu es bon, même une heure, des fois, si c'est un tableau un peu complexe à expliquer ou un graphisme, etc. Mais en e-learning, tu es obligé de tout détailler, étape par étape. C'est ta voix off qui explique tout le commentaire que tu vas faire en présentiel. Donc, tu es obligé, si tu veux, même au niveau pédagogique, de marquer chaque point que tu abordes par des entourés, des jeux de couleurs. Au niveau pédagogique, tu as un travail de fond beaucoup plus fastidieux, on va dire, à mettre en œuvre. Alors, je sais que ce qu'on voit aujourd'hui souvent sur YouTube ou sur Internet, j'ai suivi pas mal de formations, souvent c'est des tutos, en fait. Donc, c'est des tutos et un tuto en pédagogie, ce n'est qu'une partie d'une séance pédagogique. Enfin, quand tu viens du monde de la formation et de la pédagogie, j'utilisais, moi, des tutos, des démonstrations, même en présentiel, mais c'est qu'une partie, en fait, alors que c'est la norme quasiment aujourd'hui sur YouTube. Et ce qui m'a motivé, si tu veux, à proposer ces formations de formateurs en ligne, c'est parce que, bon, pour avoir suivi pas mal de formations, à part celle d'Olivier Roland qui est exceptionnelle, qui est hyper complète, mais je me suis aperçu qu'en fait, bon, oui, effectivement, la plupart n'étaient pas formateurs, ils se filmaient, ils parlaient, mais qu'au niveau pédagogique, d'ailleurs, ils l'avouent eux-mêmes dans d'autres vidéos, souvent il y a une déperdition, et même quand ils vendent très bien leur formation, qu'ils en vivent très bien, ils le disent eux-mêmes, hein, la plupart de leurs stagiaires ne suivent pas la totalité de leurs cours. Et alors, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense parce que c'est la raison, c'est que au niveau pédagogique, au bout d'un moment, les gens ils décrochent, quoi. Tu vois? Parce que la pédagogie, c'est une science, quoi. Enfin, tu vois, ça s'improvise pas non plus, quoi. Et justement, par rapport à ton expérience dans le domaine de la pédagogie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui veulent commencer à créer des formations en ligne? Et je pense qu'il y aurait 2 profils. Il y aurait des gens qui ont déjà les compétences de formateurs en présentiel et qui veulent Mmh. transférer ces compétences dans le domaine des formations en ligne. Et puis, il y a des gens ils n'ont pas les compétences de formateurs en présentiel, mais leur rêve, c'est de transmettre un contenu et ils se disent, bah, en ligne, ça va être plus facile, une caméra et Mmh. c'est parti. Pour ces Mmh. 2 types de personnes, tu leur dirais quoi pour commencer à se mettre justement en marche vers la création de formations en ligne? Ben, pour la première catégorie, d'ailleurs, ils font partie de ma cible aussi dans ma page de vente, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, ce que je leur dis, c'est d'appliquer ce qu'ils appliquaient en présentiel, sauf ce qui va leur manquer, c'est le retour d'expérience, c'est l'expérience dans la conception des cours et qu'ils comprennent bien qu'il va falloir tout décliner. Voilà, parce que s'ils utilisent le même PowerPoint qu'ils utilisaient dans une formation en présentiel pour la faire en ligne, à un moment donné, il va y avoir un problème parce que les gens, ils vont poser beaucoup de questions et le formateur va être submergé de mails. Et alors, au début, pourquoi pas, hein, il vaut mieux commencer comme ça et avoir des retours d'expérience et s'améliorer. Mais moi, ce que je conseille, c'est donc de décliner tout ce qui est dit de manière orale quand on est formateur en présentiel. Mais il faut le retranscrire sur des slides et donc les décliner parce que sinon, les stagiaires, dans leur esprit, vont se poser la question. Et ce qui doit se passer, c'est que comme les stagiaires se posent la question, quand ton cerveau il est monopolisé par une pensée, ben, il décroche de ce qu'il est en train de suivre, en fait. Toi comme moi, on a tous eu des professeurs, des enseignants, et quand on ne comprend pas quelque chose, quand on ne comprenait pas quelque chose, ben, on pensait à ça, on disait mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et pendant ce temps-là, ben, on perd le fil du cours. Et après, on est obligé de revenir. Et quand tu dois faire ça ben, plusieurs fois,
au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, il m'explique mal. Donc, comme il m'explique mal, ben, en fait, sa formation, elle n'est pas bien. Et donc, les gens, ils vont peut-être suivre le premier, deuxième, troisième cours, mais après, bon, ben voilà, ils ne suivent pas les autres. Et si tu veux, c'est en suivant des formations donc, payantes comme gratuites. Alors, en général, payantes, elles sont quand même meilleures. Mais moi, alors c'est une déformation professionnelle, je vois de suite si la personne est formateur, hein, formatrice déjà ou pas. Ça, je le sais de suite, forcément, parce que tu le vois par la structure et la méthodologie, quoi. Tu vois, ça se voit de suite. Alors, il y en a qui ont des aptitudes, de très bonnes aptitudes, donc ils font des très bons supports, etc. Mais la plupart, tu vois que c'est un peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est pour la première cible. Voilà ce que je leur dirais. Pour ceux qui n'ont aucune expérience, justement, ben, je leur dirais tout simplement d'apprendre les méthodes pédagogiques et ben, de regarder mes vidéos sur comment concevoir un cours en ligne, en sachant que, bon, dans ce que je dis dans mes vidéos, ça représente 10% de ce que je vais proposer dans mes formations, quoi. Je ne peux pas non plus trop, dans une vidéo, toi, je ne peux pas tout expliquer non plus. Mais le principe, c'est qu'il faut qu'ils se forment aux méthodes pédagogiques comme… Parce qu'en fait, la plupart, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce qu'on a fait la même démarche, toi et moi, avec Olivier, on s'est formé aussi au marketing. Parce que c'est ce qui nous manquait. Toi, tu viens de la communication, mais tu ne savais pas comment créer une activité en ligne. Et moi, je faisais de la formation à distance, mais par le réseau B2B, tu vois. Et je n'étais pas sur du B2C. Mais souvent, ils viennent du marketing. Alors, ils sont très bons, mais au niveau pédagogique, s'ils veulent que les apprenants reviennent racheter leurs autres formations et suivent les cours jusqu'au bout, ben, ça se construit. Une méthode pédagogique, c'est comme de la maçonnerie, quoi. Tu commences par poser les fondations, tu vois. Tu solidifies les fondations et puis tu commences après à construire ton édifice, quoi, tu vois. Et souvent, dans les cours, tu vois, à un moment donné, ça part sur le toit, après tu te retrouves sur les fondations, après ça part sur les cloisons. Ben, alors, globalement, tu comprends, mais pour avoir participé à des groupes de discussion dans Facebook par thématique, quand je voyais les questions, je me disais, mais c'est fou, quoi. Et je ne comprenais pas, donc je me suis inscrit aux formations offertes, et là, j'ai compris, en fait. Voilà. Et tu parlais, c'est vraiment intéressant parce que tu parlais du fait de connaître la structure et la pédagogie. Mm. Et il y a un aspect aussi de transmission. J'imagine qu'il y a des personnes qui ont une certaine capacité à captiver, à intéresser, à créer C'est du ça. suspense, à mettre des exemples concrets comme l'exemple que tu viens de donner tout de suite avec les maisons. Est-ce Mm. que c'est des choses qui peuvent s'apprendre? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Être à l'aise à la caméra, avoir plus de charisme, voilà, de captiver les personnes pour qu'elles suivent tes formations. Ben, ça, après, tu sais, parce que bon, j'ai écrit pas mal d'articles sur ça, quand on parle de confiance en soi, souvent, bon, ben, les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui cherchent comment trouver une solution, ben, en fait, la confiance, elle s'acquiert en faisant. C'est en passant à l'action que tu prends confiance en toi. Moi, je prends l'exemple d'un judoka ou d'un sportif. Prends un sportif, avant de faire le geste parfait sur le terrain, il l'a travaillé des centaines de fois à l'entraînement. Et à l'entraînement, il a échoué, il a échoué, il a échoué. Mais c'est en répétant qu'il arrive. Alors après, même sur le terrain, il va échouer, mais petit à petit, il va prendre confiance en lui. Et quand tu as confiance en toi, ton cerveau, il fait prendre la bonne décision à ton corps au bon moment après. Et c'est comme ça que tu arrives à mieux gérer ton timing, tu vois. Et moi, voilà, le conseil que je pourrais donner, c'est il faut faire, en fait. C'est comme, même moi qui suis formateur, je t'en parlais pour mes vidéos, si tu veux. Bon, au départ, je n'étais pas à l'aise avec cet exercice parce que quand tu es formateur présentiel, bon, ben, tu donnes ton cours, tu te poses pas, tu n'es pas soumis au regard d'une vidéo, tu parles à des gens, tu vois.
Et quand je faisais mes formations à distance, elles étaient enregistrées, je ne me montrais pas. C'était que des cours qui défilaient. Et comme c'était du réglementaire, si tu veux, voilà, c'était beaucoup plus simple. Mais face à la vidéo, c'est complètement différent. Et donc, il n'y a qu'une solution, c'est d'en faire, d'en faire, d'en faire. Et deuxièmement, d'en faire, d'en faire, d'en faire. Tout simplement. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner, s'entraîner. Et plus tu en fais, plus tu améliores ton éloquence, en fait. Et après, par contre, ben, tu le sais parce que c'est ton métier, c'est apprendre aussi à regarder, à savoir regarder l'objectif de la caméra. Donc, c'est aussi apprendre à regarder directement. Bon, là, j'ai un peu le regard baissé, je le dis pour ceux qui nous regardons, parce qu'on se regarde, je te regarde sur l'écran, mais quand je fais des vidéos, je regarde l'objectif. Il faut regarder l'objectif et comme si c'était un copain ou une personne qu'on connaît à qui on parle. Il faut passer en fait, ce blocage-là et il faut préparer un plan de ce qu'on va dire. Il faut travailler son sujet. Et puis après, il faut se lancer, quoi. Donc, les premières seront pas très bonnes, et puis tu t'amélioreras au fur et à mesure, quoi. Plus tu en feras, meilleur tu seras. Et donc, imaginons que quelqu'un a suivi tes conseils, il a commencé à passer à l'action, il a structuré aussi son contenu. S'il n'avait pas de contenu qui était créé pour les formations en ligne, il a commencé à le faire. Et puis, peut-être il s'est formé à la pédagogie, peut-être qu'il allait voir justement tout ton travail pour vraiment euh, avoir ces outils-là. Et Mmh. maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il met tout ça en ligne? Est-ce qu'il trouve une plateforme? C'est quoi en fait les étapes que tu lui conseillerais? Alors déjà, c'est qu'il apprenne à structurer, parce que bon, là, moi, on a parlé de méthode. Mais quand on rentre dans le détail de la structure d'un cours, il y a une chose que j'ai remarqué. Alors, certains le font de manière intuitive, mais c'est assez rare. En pédagogie, dans une formation, quand on crée une formation, il y a le titre à ne pas confondre avec l'objectif pédagogique, le plan, et après, on déroule son cours. Mais alors, beaucoup parlent de faire un plan, etc. Et ils confondent le titre et l'objectif. Le titre d'une formation, c'est pour donner une idée du thème, mais l'objectif, c'est l'angle d'attaque qui va permettre d'atteindre un objectif à l'issue de la formation. Parce qu'avec un même titre de formation, moi, je peux faire 5 formations différentes avec 5 objectifs différents, tu vois. Si on parle de management, par exemple, ou même de communication, si tu mets, oui, je propose une formation en communication, bon, ok, mais avec pour quel objectif, pour quel résultat, tu vois, si c'est de la prise de parole, si c'est de la parler en réunion, présenter un sujet, tu vois, il peut y avoir différentes approches. Et ce qui est souvent absent, et c'est là où je te dis que je vois quand les gens sont formatés ou pas, c'est l'objectif pédagogique, bon, ils ne le connaissent pas parce qu'ils ne viennent pas de la formation, et c'est normal. Mais c'est ce qui définit que ton cours ne sera pas hors sujet parce que tu vas bâtir ton plan en te calant sur l'objectif. Tu vois, si tu dis je vais faire une régate ou je vais faire la traversée de l'Atlantique, tu vas choisir le modèle, la taille de ton navire. En fonction de ça, tu vas devoir avoir un certain type d'équipage, un certain type de matériel. Tu vois, et donc, c'est ton objectif qui détermine comment tu vas t'organiser, constituer ton équipe. Dans une formation, c'est pareil, c'est l'objectif qui va définir le contenu, le plan, et ton contenu doit être en adéquation avec l'objectif. Parce que moi, enfin, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois de suivre des formations où il y a un sujet qui est annoncé. Alors, ça va à peu près au début, puis après, on part dans le hors-sujet, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le titre, parce qu'il n'y a pas d'objectif qui a été défini au départ, quoi. Et moi, ce que j'apprends dans mes formations, c'est ça, c'est garder l'objectif. Tu vois, tu prends blogueur pro, l'objectif, c'est vivre de son blog, c'est vivre de son blog, tu vois, d'être libre financièrement et géographiquement, voilà. Et c'est pas pour autant que tu vas avoir des cours de marketing, des cours sur des outils techniques, tu vois, sur plein de sujets. Mais tous ces contenus t'amènent à l'objectif, tu vois. Et c'est ça que je conseille, moi, aux gens qui veulent faire des formations, qu'ils aient bien en tête. L'objectif pédagogique, c'est la clé, quoi. C'est comme tu prends un coach sportif.
quand il rentre, enfin avant de rentrer sur le terrain, il connaît son adversaire, il a mis en place une stratégie par rapport à l'adversaire. Et donc la stratégie, elle va se décliner à travers un objectif à atteindre en fonction de l'adversaire. Il n'arrive pas comme ça avec son équipe, tu vois, sur le terrain sans avoir préparé ça, quoi. Et j'imagine qu'une fois que ces étapes sont faites et que justement tu as utilisé exactement ce que tu viens de nommer pour que ça atteigne l'objectif à la fin, donc c'est quelle plateforme, toi, que tu utilises, par exemple, au niveau technique pour, une fois que tu as filmé et que tu t'es habitué à ton propre visage à la caméra et que ça fait un bon contenu, quelle plateforme tu conseillerais? Alors moi, je conseille System.io parce que, bon, moi, dans ma précédente activité, j'avais Moodle, mais je ne conseille pas parce que c'est pas adapté pour faire un business en ligne. Alors, tu peux créer ta plateforme avec un WordPress, hein. C'est-à-dire, au lieu de faire un blog, tu te crées une plateforme de formation. Mais en fait, plus tu crées des outils comme ça, plus tu vas avoir de SAV à gérer. Parce que derrière, tous les bugs qui vont se déclencher, c'est toi qui vas devoir les gérer. Alors qu'avec System.io, alors il y en a plein, hein, il y a Podia, etc. Mais moi, je trouve que System.io, qui est présenté comme un outil marketing, il te permet d'héberger ta formation et de la livrer une fois qu'elle est achetée. Donc, pour un formateur, c'est incroyable, quoi. Pour moi, c'est l'outil par excellence, quoi. Donc, alors je sais que Aurélien Macker, celui qui a conçu l'outil, bon, il présente ça comme un outil marketing, c'est normal, hein, et c'est parce que ça l'est aussi. Mais pour un formateur, t'imagines, tu peux créer donc tout ton marketing, héberger tes formations et en plus, au niveau ergonomique et au niveau technique, enfin, moi, de ce que j'ai connu il y a 15 ans, putain, mais il y a 15 ans, mais tu t'as arraché les cheveux quoi, pour maîtriser une fonctionnalité. Quoi. Il fallait te former, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, System.io, c'est hyper facile quoi, à Je te re utiliser. Quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus, petite parenthèse, je te rejoins là-dessus aussi parce que moi, j'utilisais d'autres outils avant et je suis Mmh, passé également à System.io. J'étais impressionné par, l'aspect complet, en fait, de cet ouais, outil. Autant pour envoyer des emails donc à son infolettre, à sa mmh, newsletter, que pour créer les formations, créer un espace de membres, faire des pages de vente, des pages de capture et tout ça. C'est tous les outils d'un marketeur, mais aussi d'un formateur. Et mmh. dans le même outil et pour un tarif qui est beaucoup moins cher que plein d'autres plateformes parce que je me suis retrouvé à utiliser d'autres choses avant et Mais qui étaient oui, beaucoup plus cher et beaucoup moins efficaces. Donc, on se retrouve là-dessus. On pourra même mettre le lien d'ailleurs de System.io dans la mmh, description. Vous pourrez aller voir directement et ils offrent une version gratuite pour commencer. ouais. Oui, parce qu'en plus, il y a aussi la partie autorépondeur. Donc, toute la partie communication par email, quoi. Et ça, alors que moi, avant, j'utilisais ActiveCampaign, Mmh. alors qu'il est peut-être plus performant en délivrabilité, j'en suis pas sûr parce que si tu paramètres bien tes emails dans System.io, il y a une petite manip à faire un peu technique, mais bon, qui est accessible, hein. D'ailleurs, c'est ce que je présente dans mes formations. J'ai créé des formations gratuites System.io, j'en ai une vingtaine hein, sur ma chaîne, étape par étape. C'est formidable, quoi. C'est-à-dire que tu as ton marketing, tu as tes formations et tu as ton autorépondeur dans System.io, quoi. Donc, Et pour expliquer rapidement aux gens ce que c'est qu'un autorépondeur, tu peux leur dire en 2 mots, comme ça ils seront plus au clair là-dessus? juste, je baisse ça. Je vais monter la lumière parce que là, je vois que c'est un peu sombre. Oui, eh ben, un autorépondeur, en fait, ça te permet d'envoyer des emails après aux gens qui sont inscrits à tes listes, quoi, sur tes listes, quoi. C'est-à-dire que tu peux communiquer par email, organiser ton marketing. Bon, pas. Tu peux organiser ton marketing par email et communiquer avec tes abonnés. Tu peux créer après mettre en place des campagnes d'email, tu vois, des newsletters. C'est la clé, quoi. Et ça, c'est comme tout est dans System.io. En fait, tu as un outil intégré
qui te permet d'avoir tout ton écosystème sous la main, quoi. Tu peux passer d'une fonctionnalité à l'autre très facilement et ça, c'est en gain de temps, c'est hyper appréciable, quoi. Et aussi donc des emails qui sont automatisés, qui s'envoient automatiquement après une certaine durée. Il y a voilà, des automatisations qu'on peut programmer et c'est vraiment incroyable, quoi. Donc, une fois qu'on a utilisé cet outil, on a mis nos vidéos dessus. Il y a tout le processus de marketing autour de la formation pour que les gens découvrent la formation elle-même. Et ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que est-ce que tu conseillerais à des personnes, par exemple, qui ont une expertise, de ne pas passer forcément par le marketing, mais de passer par leur propre réseau et de finalement créer des formations pour les gens de leur réseau qui ils ont besoin de cette expertise et ils aimeraient bien quelqu'un qui leur donne le contenu sous forme de formation en ligne. Ah oui, oui. Après si tu veux, tu as plusieurs modèles économiques. Tu as le modèle économique prôné par Olivier Roland, qui consiste à créer une visibilité, générer du trafic avec du contenu, d'accord, pour te créer des listes de gens qui vont s'abonner et avec qui tu vas communiquer pour proposer ensuite tes formations. Mais après, rien ne t'empêche, si tu as un réseau professionnel en B2B, par exemple, bah, d'utiliser System.io comme plateforme d'hébergement pour délivrer tes cours. Parce que dans System.io, tu as la possibilité d'inscrire directement des stagiaires aussi. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui va se passer, c'est que si tu es en B2B, si une entreprise veut inscrire, par exemple, 5 salariés en communication, en prise de parole, ce n'est pas les salariés qui vont payer avec leur carte bleue. Il faut que ce soit l'entreprise. Donc, soit l'entreprise, elle t'achète à chaque fois, pour 5 personnes, elle va t'acheter 5 fois la formation, tu vois, mais soit elle va te demander de t'acheter, je ne sais pas moi, des packages de formation et puis elle va te payer par virement. Toi, le B2B, à mon avis, il y a autre chose à mettre en place en système de paiement, tu vois, en termes de modèle économique. Mais rien ne t'empêche de le faire, hein, avec System.io, c'est tout à fait possible, hein. C'est que je pense qu'il faut voir après avec Aurélien Macker comment mettre en place ce type de système. Mais techniquement, je pense que c'est possible, hein. Il n'y a aucun problème, quoi. C'est super. Et j'aime beaucoup on sent aussi que tu as fait beaucoup de recherches, tu as fait beaucoup d'étapes et en même temps aussi tu as concentré ton expertise dans le domaine qui est le plus recherché dans ta thématique et dans les gens qui te suivent. Et Mmh. maintenant, une fois que quelqu'un fait ces étapes-là, est-ce qu'il y a des pièges qui seraient vraiment à éviter si on veut devenir formateur en ligne, si on veut devenir formateur sur Internet? Mais après, les pièges, il peut arriver en fait, les pièges, c'est des choses qu'on ne va pas maîtriser au départ, c'est des erreurs. Ça peut être le positionnement, ça peut être le manque de relation, parce que c'est vrai que sur un business en ligne, il faut générer du trafic, de créer une audience, mais le troisième triptyque très important, c'est créer la relation. Et ça, c'est pas toujours évident on n'a pas la main sur ce troisième point-là. Et donc, ça c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, l'erreur à faire, moi, j'allais dire qu'il vaut mieux, quand on crée une activité en ligne, il vaut mieux se lancer, voir les erreurs, puisque justement, on va les faire apparaître. Et en les faisant apparaître, eh bien, on pourra les corriger et on pourra réorienter sa façon de faire, quoi, en fait. C'est ce que dit Olivier dans sa formation, quoi. Il dit, voilà, il y a pas de miracle, il n'y a pas de recette unique pour tout le monde, quoi. Mais ce qu'il faut, par contre, c'est, voilà, ce qu'il faut, c'est bien identifier le problème qu'on va résoudre avec ces formations. C'est la première chose à faire. Et ensuite, après, ben, c'est avoir la bonne offre, quoi.
Mais ça, quand tu écoutes même des blogueurs qui aujourd'hui sont assez connus, etc., ils t'expliquent tous que dans leurs premières années, ils ont fait des flops, quoi. Ça ne marchait pas. C'est ce qui leur a permis de réajuster leur offre au fur et à mesure, quoi. Donc les erreurs, enfin, s'il y en a une, c'est l'erreur, c'est de croire que ça va aller vite. Moi, c'est pour ça que j'ai écrit des articles sur lesquels je dis une activité en ligne, c'est comme un potager. Un potager, il faut semer et puis laisser faire les saisons pour récolter. Si tu crées une activité avec un blog, ben, il va falloir que tu sèmes, c'est-à-dire créer du contenu, créer ton écosystème. Et puis, il va falloir semer pour attendre que les saisons ben, jouent leur rôle et tu vas pouvoir récolter. Donc, il y en a qui arrivent à récolter très rapidement, tant mieux. Mais la moyenne, hein, la générale, c'est quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Et comment tu fais pour mesurer finalement tes résultats? Quand tu as créé tes formations en ligne, là, il y a pas l'interaction, par exemple, des gens, dans une salle en présentiel. Comment tu fais? Est-ce que c'est au niveau des ventes, du nombre de ventes de formation? Est-ce que c'est, d'autres critères qui font que toi, tu sais que cette formation fonctionne et que tu peux continuer dans cette direction? Ben après, ce qui permet d'évaluer ça, c'est ben, le nombre de ventes par rapport au nombre de gens sur ta liste à qui tu as envoyé ton offre. Donc ça, tu peux faire un ratio, c'est ce qu'on appelle le coût par prospect, quoi, d'accord? Entre 1 € à 5 € selon. Mais c'est ça qui te permet d'avoir un feedback. Mais étrangement, tu vois, quand bon, j'en ai écouté pas mal, hein, des blogueurs ou youtubeurs qui t'expliquaient que des fois, ils vendaient bien et puis après, derrière, sur un lancement, parce que il y avait une période qui faisait qu'il y avait peut-être un événement où les gens n'étaient pas disponibles, ben, ça n'a pas marché, quoi. Et après, ils ont refait la même chose et ça a marché. Donc, il y a une erreur à ne pas faire aussi, c'est de ne pas être résilient. Il faut s'inscrire dans la durée, il faut être régulier. En fait, pour réussir dans l'activité en ligne, il faut se former pour acquérir des compétences. Et puis après, il faut créer du contenu de manière régulière et constante. Voilà. Et puis c'est en faisant qu'on devient bon, quoi, en fait. Même si on part de zéro. Mais surtout, il faut se former, quoi. Et voilà, il faut se former. Et après, il faut être patient. Et le business en ligne, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques mois, quoi. Alors, il y en a qui arrivent, hein, ça, il y a toujours des exceptions, et tant mieux. Mais la généralité, c'est quand même qu'il faut être résilient et il faut continuer, continuer, continuer et réajuster, comme je l'ai fait avec mon blog par rapport au moment où je l'ai lancé. Puis au bout de 2 ans, quand j'ai fait un sondage, ben, les gens m'ont répondu qu'ils voulaient en fait devenir formateurs en ligne et que le développement perso, c'était pas trop leur. Ce qui les intéressait dans mon blog, c'était toutes les méthodes pédagogiques, quoi, en fait. Donc c'est comme ça que j'ai réorienté mon blog, quoi. Moi, je vais mettre ça là. Et pour terminer, est-ce que tu peux nous dire justement, bah, ce que tu proposes, où est-ce que ça en est, pour toi? Ce qu'on peut aller chercher dans ton contenu à toi? Alors moi actuellement, donc comme j'ai réorienté mon blog il y a 1 an de ça quasiment, enfin c'était au mois de mai, juin de l'année dernière. Donc j'ai créé pas mal d'articles. Donc, qui veut dire nouvelle orientation, ben, veut dire nouvelle acquisition. Donc, je suis dans la phase d'acquisition de leads, hein, pour le moment. Et donc, c'est constitué, ma liste est en train de se constituer doucement mais sûrement. Et donc, je suis en train de préparer ça. Et pendant ce temps-là, ben, je suis en train de préparer, d'affiner mon programme. Et en fonction justement des feedbacks que j'ai par rapport, parce que j'envoie des newsletters sur des sujets, parce que quand on est formateur en ligne, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est ce que fait Olivier très bien dans toutes ses vidéos, même quand il est en voyage,
il y a toujours un message derrière, c'est qu'il faut éduquer son audience. Ton audience, si toi tu te lances dans la communication, eh bien, il faut que tu expliques ce que c'est la communication, comment toi tu la vois, et il faut que tu les prépares à ça. Il faut que culturellement, tu les amènes à comprendre ton sujet, quoi. Et pourquoi il faut qu'ils se forment sur ce sujet. Donc, il faut préparer son audience. Donc, il faut leur donner du contenu gratuit, bien évidemment, pour qu'ils comprennent l'objectif de ton sujet, quoi, justement, et la valeur ajoutée de ton sujet. Donc, il faut les éduquer, quoi. C'est très important. Donc, ça, il faut communiquer continuellement avec des newsletters pour envoyer des contenus. Et c'est là aussi où il faut apprendre aussi le storytelling, parce que le storytelling, c'est l'art de savoir présenter les choses. Comme disait, tu sais, Saint-Exupéry, il disait, si tu veux construire un navire, ne dis pas aux gens quelles tâches ils doivent réaliser, donne-leur le goût de la mer. C'est Tu vois, super. c'est ça le marketing en fait et le storytelling. Il faut donner de la vision et il faut donner de l'envie aux gens parce qu'après, une fois qu'ils auront ce goût-là, ben, les tâches, ils les feront, tu vois. Mais si tu leur dis, voilà, toi, il va falloir que tu plantes des clous toute la journée, ça va pas le motiver. Et si tu lui dis, voilà, tu vas traverser l'Atlantique et vivre la plus grande expérience de ta vie humaine, tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Donc, il faut se former à tout ça parce que ça prend du temps et après, pour après le maîtriser, il faut l'appliquer et l'appliquer et l'appliquer. Comme un sportif ou en art martial, quand tu veux maîtriser un coup en boxe ou en art martial, eh ben, faut le travailler. Il y a pas d'autre solution, quoi. Faut passer à la pratique, en fait. Génial. Et avant de terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil, aux gens qui veulent devenir formateurs sur internet? Alors, ceux qui ont le projet, là aussi, euh, entre le fait d'avoir l'idée, de la mûrir et de passer à l'action, il peut se passer un certain temps et des fois un temps indéfini. Donc, ceux qui ont vraiment envie de le faire, il faut tout poser sur papier et il faut faire un rétro-planning. Parce qu'à un moment donné, il faut se donner une deadline. Il faut se dire, voilà, bon, alors, et je conseille, alors là, je conseille fortement, si les gens ont un emploi, de le garder et de préparer leur projet tout en gardant leur emploi. Parce qu'en consacrant seulement quelques heures par semaine, ils pourront le préparer sereinement. Et ils n'auront pas la pression de vite commencer à mettre en place leurs produits, etc. Et à partir de là, ils pourront avoir le temps de se former, de commencer à chercher leur positionnement, à trouver leur place, etc., etc., et à apprendre à faire, même en mettant en place leur écosystème, en créant leur chaîne YouTube, commencer à faire des vidéos qui seront forcément pas bonnes au début, mais c'est pas grave. Et il faudra continuer à en faire, s'améliorer. Et pendant ce temps-là, ils vont commencer à construire leur écosystème, commencer à créer son blog. Aujourd'hui, créer un blog, ça coûte rien, quoi. Avec 50 euros, tu mets en ligne un blog, quoi. Tu vois, 50 euros à l'année, hein. Et après, ce qu'il faut, c'est écrire, apprendre à écrire des articles, se former, etc., etc. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est de poser leur projet par écrit et se dire, je me donne combien de temps? Voilà. Je me donne 1 an, je me donne 2 ans. Et à partir de là, faire un rétro-planning pour arriver aux 2 ans, qu'est-ce que je dois faire? Ben, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions, il faut se former. Donc, les formations, ça prend combien de temps? Ben, toi et moi, on sait combien de temps ça prend pour se former. Il faut entre la formation d'Olivier, elle fait 7 mois. Si tu l'appliques, bon, moi, c'était un peu particulier parce que comme je donnais des cours dans des écoles, donc j'étais souvent en déplacement. Donc moi, ça m'a pris 1 an et demi pour tout appliquer parce que j'étais toujours à droite à gauche. Mais voilà, donc tout ça, il faut l'intégrer dans ton rétro-planning. Et après, il faut que tu listes toutes les tâches à réaliser pour aboutir au démarrage de ton projet. Et quand ton projet démarre, c'est là où ça commence, en fait.
c'est pas l'aboutissement en fait, hein. C'est là où il va falloir encore alimenter avec du contenu, quoi. Et c'est super. Maintenant, toi, avec toutes ces activités, il y a plusieurs personnes qui te suivent. Tu Mmh. donnes tous tes conseils sur justement comment devenir formateur. Mmh. Et est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Alors moi, on peut me retrouver sur mon blog qui s'appelle capsurvous.com. Donc ça, c'est le nom de mon blog. Et sur ma chaîne YouTube, c'est Luc Levasseur, tout simplement. Et après, il y a les liens. J'ai un compte, donc je suis aussi sur Instagram. Et je suis alors sur Facebook, mais comme tout ce que je publie comme article est automatiquement publié sur ma page. Donc aujourd'hui, ma page, ce sont les articles et tous les réels que je publie sur Instagram qui sont automatiquement aussi publiés. Donc si les gens veulent lire, avoir du contenu avec de la valeur, c'est sur mon blog ou le format vidéo, parce qu'aujourd'hui, la vidéo, ça reste quand même un média hyper apprécié, quoi. Super. Ben, on va mettre bien sûr tous les liens de Luc pour que vous puissiez retrouver son contenu, pour que vous puissiez continuer à le suivre et suivre ses formations à lui aussi. Et donc, juste avant de partir, déjà, merci beaucoup Luc pour tous tes conseils. Ben, merci à toi, surtout de m'avoir invité. Avec plaisir. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tous les liens de Luc dans la description. Et vous pouvez aussi, bien sûr, télécharger gratuitement votre livre offert qui s'appelle « Les 3 secrets pour mieux parler en public ». Il se trouve dans la description. Alors, merci encore, Luc, et à très bientôt sur Communicateur Pro.